Salut à tous. Bon, on arrive fin septembre, début octobre. Donc c'est parti pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire donc au mois d'octobre au jardin potager? Alors avant de débuter cette vidéo, je pense que ça serait vraiment très utile pour vous, enfin surtout ceux qui cherchent du contenu, de regarder donc la vidéo que j'ai fait l'année dernière à la même période au même sujet. Donc je vous mets la miniature juste ici et vous avez le lien qui s'affiche en haut. Alors vu que j'aime pas trop le travail d'usine et les choses répétitives, je vais pas vous faire un doublon. La même chose que l'année dernière, d'ailleurs je ne fais absolument jamais de doublon sur la chaîne. Du coup je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez des infos complémentaires. Parce que du coup je m'appuie sur cette vidéo pour fond de travail. Et puis là on va se promener un peu et on va voir qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci, maintenant, pour préparer donc mon potager d'hiver. Surtout d'automne, parce que l'hiver c'est pas terrible ici. Il fait quand même beaucoup trop froid. Et je perds énormément de choses par les prédateurs. Donc c'est vrai que ce qu'on sème maintenant, en général, ça va souvent se récolter sur le mois de février. Voilà pour vous. Alors là, on avance, on avance, on avance. Ah oui, dans les paquets, parfois, il y a des petites erreurs. On a fait carottes blanches. Elles sont super bonnes. Et pendant qu'on fait ça, on fait aussi encore des haricots. Des bassines comme ça, j'en peux plus. C'est long, c'est long. On continue à faire des bocaux, on continue à faire des confitures. Et pendant ce temps-là, je stocke mes bocaux. Bon oui, on a quand même pu faire des sauces tomates, mine de rien. On a fait une dizaine de bocaux, ça va, on est content, parce que c'est vrai que vu la saison, étant donné que je n'ai absolument pas traité ni à la bouillie bordelaise, ni à quoi que ce soit, il ne fallait pas s'attendre non plus à des miracles. Mais nous avons eu des récoltes. Donc comme quoi, il faut faire un choix. Voilà, il faut faire un choix. Moi je ne traiterai pas, je préfère pas manger que traiter. Parce que dans ce cas-là, autant aller acheter les légumes directement au magasin, c'est pareil, ce sera traité aussi. Bon, pour moi, niveau récolte, ça ne s'arrête plus, surtout au niveau des haricots. Il faut bien penser à les conditionner et à les stocker. Pour ma part, la serre est extrêmement utile pour tout ce qui est séchage, notamment des haricots, lorsqu'on fait des grosses récoltes comme moi. Et du coup, je trouve ça vraiment ultra pratique parce que j'ai plus besoin de m'embêter avec les séchoirs et les choses comme ça qui ventilent dans la maison, comme je vous ai présenté les années d'avant. Alors du coup, on met tout ça à sécher dans la serre. Et vous voyez, en quelques instants, 2 jours peut-être maximum, tout est sec. Donc là, c'est la rotation que j'ai mis hier. Voilà, je suis venu hier vous filmer ça. Et vous voyez, regardez. Là, c'est un son bien sec. Hein, on entend que ça a séché. Par là même, je fais sécher également graines d'asperges. Voilà, quelques graines d'asperges. Et puis, la serre est vraiment pratique pour ça. Hein, comme par exemple des noix, vous voyez, les premières noix sont en train de sécher ici. C'est super. J'ai mis quoi? Les carottes. Les carottes, je vous en ai déjà parlé, qui étaient à côté de la parcelle à poireaux. Et on a récupéré également les poireaux. Voilà, je vous avais dit qu'on pouvait récupérer les têtes florales des poireaux une fois que ça commence comme ça. Donc là, on le laisse ici. Et ensuite, elle va sécher et on viendra frotter un peu les petites boules pour faire sortir les graines. Même si on a tendance à sortir d'elles-mêmes déjà, quand c'est bien sec, vous voyez. Et donc, on fait sécher tout ça dans la serre. Alors, j'avais fait plusieurs prises parce que là, c'est la 4e rotation pour cela. Vous voyez, ça fait quand même une belle quantité. Hein. Là, j'ai déjà rempli 6 bocaux de 2 litres. Et là, maintenant, on est encore dans les... voilà. Ouais. On est encore dans ce genre de choses, les haricots coco. C'est vrai que les haricots coco, j'en ai fait une quantité astronomique. Donc l'avantage, c'est que si on les mange pas comme ça, on peut les faire germer aussi. On peut manger sous forme de germe. Voilà. Et vous voyez, ceux-là, ils sont encore frais. Écoutez le bruit. Vous voyez, c'est étouffé, il n'y a pas de bruit. Alors que là, vous entendez la différence de bruit? Je sais que la GoPro, elle a un très bon son. Du coup, vous avez bien entendu la différence. Ne rentrez surtout pas des haricots comme ça dans vos réserves qui ne sont pas séchées. Pour la simple et bonne raison que ça va tout moisir. Voilà, au même titre, vous pouvez faire sécher tout ce qui est vos récoltes de maïs et choses comme ça. Si vous avez un petit endroit vitré qui peut résister donc à la pluie et à l'humidité, ça c'est vachement bien. On trouve des serres d'occasion sur le bon coin. Alors polycarbonate, vous savez, je vous ai fait un gros retour par rapport aux serres en polycarbonate, j'y crois plus du tout. J'en ai vu s'envoler beaucoup trop. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir fabriquer un petit truc, ne serait-ce que pour faire des séchages, parce que moi tant que j'avais pas cette serre pour le séchage, c'était la prise de tête, l'angoisse à chaque fois. J'étais obligé d'investir dans des trucs pour faire sécher à la maison, c'était incroyable. J'ai pas de fenêtre axée sur le sud.
Voilà, donc maintenant j'ai plus aucun problème avec ça et je peux à souhait faire sécher dans la serre. Voilà, donc ça c'était pour la partie séchage. Concernant le stockage des haricots, ben, une fois qu'ils sont vraiment tout secs, c'est des bocaux de 2 litres comme ça et tout en haut quoi. Je rajoute du riz, voilà, du riz sec. Voilà, comme ça permet que l'humidité, de toute façon, passera par le haut, elle est captée par le riz. Donc c'est vrai que cette année, nous avons fait énormément de bocaux de haricots et le reste arrive encore. Très bonne source de protéines, hein, donc pas de soucis, fibres, protéines, etc. Là ici on a fait des jeunes pousses dans un germoir, ben, je vais vous le montrer d'ailleurs. Alors voilà, c'est un germoir d'époque, hein, donc c'est très vintage. Voilà à quoi ça ressemble. Fonctionne très bien celui-ci, voilà. C'est des bacs percés comme ça, qu'on met les uns sur les autres, on met la semence et ça pousse tout seul, on met au coin d'une fenêtre et nous sommes très contents de ça. Donc c'était livré avec des sacs de graines. 3 mètres servis, on va voir la date. Décembre 2011, vous voyez, quand je vous dis que c'est vintage, c'est vintage, hein, donc ça fait longtemps quoi. Voilà, ça c'est... je pense que tout le monde devrait avoir ce genre de choses. Parce que franchement, les graines germées, c'est un ex plus ultra au niveau coup de fouet. Au niveau alimentaire, c'est vraiment le top. Voilà, on va commencer à venir s'occuper des fraisiers, petit à petit. Donc on va surtout les nettoyer et on va commencer à les diviser. Parce que là, c'est vraiment la période de l'année où, pour moi, c'est le plus humide et où il y a encore du soleil. Donc on peut avoir un racinement très rapide, ça peut vite reprendre. J'ai remarqué que j'avais plus de succès maintenant qu'en début d'année pour la division. Voilà, pour la division en début d'année, je privilégie plutôt des prélèvements que je fais grossir en godet, en serre. Voilà, alors qu'à cette période, je peux parfaitement les repiquer. Il y a encore des belles journées ensoleillées et il fasse humide. Bon, comme je vous l'explique dans la vidéo de l'année dernière, hein, pour le potager d'octobre, vous allez pouvoir faire beaucoup de divisions. Hein, vous allez pouvoir récupérer des boutures, des choses comme ça. Je vais pas, on va pas s'étaler plus dans cette vidéo là-dessus, puisque j'en parle déjà l'année dernière. Pareil pour les menthes, hein, il faut commencer à les couper à ras, etc. Enfin, si vous voulez obtenir des grands bouquets comme ça, eh ben, il va falloir vraiment mettre à plat. Et ça vous permettra de faire beaucoup de sirop. Voilà, petite verveine citronnelle. Je vais commencer également les boutures, parce que je la trouve super intéressante pour la cuisine. Alors les plants de tabac profitent également du soleil. Ça va aller jusqu'au premier gel, hein, avant que vraiment les feuilles commencent à dégénérer. Donc ce que je fais, c'est que dès que je vois qu'elles commencent un petit peu à jaunir comme ça, je les prélève et ça permet la pousse de nouvelles feuilles. Comme ici par exemple, vous voyez, il y a plein de petites feuilles qui peuvent profiter encore pendant un mois ou un mois et demi du soleil pour faire une deuxième récolte. Quant aux fleurs, ici sur les plants que j'ai dans le potager, je les ai laissés. Mais pour les plants que j'ai dans l'autre parcelle en bas proche de la rivière, je les ai retirés. Et je trouve que la fabrication est à peu près identique au niveau de la taille des feuilles. Parce que c'est vrai que souvent on entend dire que quand on enlève les fleurs, les feuilles sont plus grosses. J'ai pas vu de différence quant à cette observation là pour mon jardin à moi. Donc à voir quoi. Vous voyez, elles sont encore bien vertes là. On va attendre un petit peu avant de commencer à les prélever quoi. Et pour les prélever, ben, je vous ai fait une vidéo complète, 2 épisodes d'ailleurs pour les plants de tabac, avec comment le cultiver et ensuite comment le préparer. Alors normalement au niveau des vignes, vous avez déjà récolté votre raisin. Je ne vous encourage pas à faire des tailles, des choses comme ça maintenant, parce que la saison est assez décalée et je pense qu'on est bien dans l'humidité là. Donc cette année je vais m'abstenir. On va laisser ça comme ça tranquille et on verra ça donc au printemps. Et en attendant, on va se régaler du délicieux raisin qu'elles ont produit. Bon, ben, me concernant, je continue à faire des petites préparations à base de blettes parce que vraiment j'en ai beaucoup ici. D'où l'intérêt de faire des paillages de blettes comme je vous l'ai expliqué en début d'année. Pour moi c'est le meilleur paillis parce que bon, on peut le consommer et surtout c'est qu'il se reproduit tout seul sans aucune difficulté. Alors les poireaux qu'on a repiqués le mois dernier, comme vous pouvez le voir, ça repousse de partout. Donc c'est très important à cette période, si vous ne voulez pas qu'ils tombent malades, de bien désherber autour parce qu'il faut que l'air circule. Voilà, moi vous voyez, ça vient juste de repousser. Donc je vais commencer petit à petit à redésherber. Très important si je veux pouvoir mener cette culture à terme. Sinon on va choper forcément des maladies, on va choper la rouille, on va choper plein de choses comme ça. Et ça, on n'en veut pas. Voilà, donc très important de venir désherber. Voilà qui est mieux. En quelques instants, hein, petit désherbage, ça fait du bien. On va s'occuper un peu de ces parcelles comme ça pour faire vraiment circuler l'air. Bon, de toute façon, on continue les récoltes, hein, surtout les courgettes et les choses comme ça de sélection dont on doit faire les graines. Et
par là même, je vais refaire une rotation de poireaux. Donc je vous ai déjà fait plein de vidéos concernant le poireau. Vous savez l'habiller, vous savez le repiquer. Donc moi je le fais en 2 fois, comme ça j'étale les récoltes comme d'habitude. Voilà, les dernières récoltes s'enchaînent. Il va falloir pouvoir stocker tout ça. Donc, je vous l'explique sur la vidéo au mois d'octobre de l'année dernière, comment je m'y prends moi, ici. Avant de rabattre vos buissons orties, vous pouvez également faire un prélèvement pour mettre en place des purins longs qui vont faire des macérats. Tout ça pour le printemps et venir enrichir vos parcelles. Donc c'est pas le moment de se déconcentrer, on reste très attentif à la pépinière et aux fruits. Donc là on va attendre encore peut-être 15 jours, 3 semaines avant que le froid s'installe et on va rentrer tout ce beau monde dans la serre. Bon, concernant les fruitiers c'est pareil, hein, comme le temps et l'humidité et qu'on a quand même beaucoup de soleil, on est encore en sève et j'ai pas envie de voir rentrer des maladies. Alors je vais pas faire les tailles là qu'on fait habituellement à cette période pour préparer l'hiver. Je ferai au printemps prochain parce que je pense pas que ce soit vraiment utile. Vous voyez, les tailles qu'on a fait avant ont vraiment fructifié et on produit maintenant de très belles ramifications. Alors pour ceux qui sont en centre-France, je vous déconseille de faire des tailles maintenant, que ce soit la vigne ou les arbres fruitiers, parce que vous voyez, le sol est détrempé, il y a encore beaucoup d'humidité, il y a encore beaucoup de soleil. Ça va être assez compliqué quoi. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est sûr, les tailles au niveau des aromatiques, vous pouvez y aller. C'est-à-dire tout rabattre à plat, remettre propre. Vous voyez, ce magnifique romarin, les choses comme ça, ben, c'est à force de tailler qu'on arrive à obtenir des gros pompons. Pareil pour les lavandes, etc. Donc c'est vrai que moi, je remets à plat tout ça, je le diminue. Même la menthe, je ne mets pas à rase-motte, je laisse juste à peine un petit peu. Et c'est vrai que ça repart quand même beaucoup mieux l'année d'après. Bon, en même temps, cette saison-là, ben, c'est la période pour ramasser les noix. Voilà, les noix sont là. Vous voyez, j'en ai de partout, moi. Et puis bientôt vont suivre également les châtaignes. Donc à cette période, ben, il y a beaucoup de cueillettes. C'est vrai que la période est bien propice maintenant pour le ramassage. Donc ça va aller très vite. Et elles sont belles. Ici, voilà, comme vous pouvez voir, des belles noix. Mais on a encore une taille très différente de celle que j'ai pu obtenir sur une variété différente. Je vais vous montrer ça, on va comparer la taille. Donc voici les noix que je produis sur place moi-même. Voici les noix du nouveau noyer gros format. Je ne connais pas les variétés, ce sont des noix qui ont été plantées comme ça. Et voici la fameuse noix bijou qui est elle énorme comparée, vous voyez un peu. Voilà. Voilà, vous pouvez voir la différence. Sachez que le noyer c'est quand même un arbre qui va produire très longtemps après sa plantation, 10 voire 15 ans. Donc c'est vrai qu'en général on essaie toujours de s'arranger à avoir soit un noyer, soit en connaître en proximité. C'est un peu comme tout ce qui est châtaigne, etc. Donc je suis assez content de celle-ci. Là ça m'en a produit très peu, j'ai dû en ramasser juste une quinzaine. Parce que l'arbre il produit très peu, il est petit encore. Et là ben, j'en ai pas chez moi, c'est la sauvegarde, c'est à quelques kilomètres de chez moi. J'essaye vraiment de faire repartir cette variété là. Et elles sont extraordinaires parce qu'elles sont gigantesques et extrêmement productives. Donc c'est une variété ancienne, ici ils n'avaient que ça à l'époque. Alors vous voyez que niveau tonte on peut encore y aller, hein. Ça permet de faire, de remplir les composteurs. Voilà, je fais un stockage moi ici, directement à l'air libre, et je fais d'autres stockages directement en composteur. On va aller voir vite fait les composteurs. Bon alors j'ai ce type de composteur là, c'est pas terrible parce que bon c'est noir, ça chauffe très fort, ça sèche vite en été, il faut arroser sans arrêt. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis cette année. Et si on fouille un peu, qu'on regarde en bas, je commence à avoir du terreau. Mais je vais vous montrer un autre mode de stockage où là ça produit beaucoup plus. Bon, voici un parmi les 3 que j'ai. Donc là j'ai tapé dedans, on voit qu'il est presque vide. Par contre, vous voyez, il est ouvert en dessous, il est au contact direct avec le sol. Vous voyez, ça permet que ça fasse un meilleur compostage et c'est très rapide. Donc là je mets des feuilles et de la tonte et on va dire que 6 mois plus tard, hop, je peux récupérer. Hein. Ça va très vite. Et aussi, bon, il y a quand même pas mal de vie dans ce genre de petits sacs. Je vous mets la séquence spéciale. Allez Maurice, vas-y Maurice, tente. Voici ce qui se passe dans mes composteurs, dans mes bacs là, dans mes bacs à feuilles. Gros avantage de ces sacs, c'est qu'ils sont totalement gratuits parce qu'ils servent qu'une seule fois. Hein. Voilà, ça vous demandez à n'importe quel maçon, il vous les donne parce qu'il les jette après.
on va faire un tour sur l'évolution de la butte auto-fertile géante. Pour les petits fruits, vous voyez, ça s'est tassé considérablement. Et cette butte là à fruits, toute cette zone à fruits, eh ben c'est ça, regardez. Regardez. C'est ça. Voilà. Les racines, elles sont un peu dans l'air. Elles sont... Voilà, c'est tout le bois que j'ai arraché, que j'ai mis en tas. Voilà, il se décompose lentement, tranquillement, donc ça me fait des trous, hein, ouais. Ça fait des trous, on s'enfonce. Mais j'y rebouche après, c'est pas grave. J'ai déterré il n'y a pas longtemps un pied de vigne qui ne m'intéressait pas. Il avait des racines, mon pauvre. Je crois que j'ai jamais vu ça. Elles étaient blanches, elles faisaient 1 mètre les racines. Mais bon, j'avais pas la caméra. Alors concernant les poules, on va gentiment mettre un petit peu de terre de diatomée. On va mettre un peu de terre diatomée dans le poulailler, histoire que vérifier un peu s'il n'y a pas de poules, choses comme ça pour l'hiver. Et aussi, on va changer un peu les litières. Je vais pas mettre de paille maintenant. Je vais commencer à mettre du copeau de bois, de la sciure qui va tenir bien plus chaud et surtout qui va prendre moins l'humidité. Comme ça va permettre aux poules de pouvoir rester au chaud pendant l'hiver. Et je commence aussi un peu à leur donner un peu de maïs, des choses comme ça, pour tenter de les engraisser, histoire qu'ils tiennent beaucoup mieux l'hiver. Alors je ne mange pas mes animaux, c'est animaux de compagnie, ils ont tous leurs petits prénoms, je mange juste leurs œufs. Donc je les nourris avec mes restes de cuisine, comme on peut voir, vous voyez, des choux, des choses comme ça, des légumes. Je donne aussi du blé local, que je fais ici ou que les voisins font. Et je donne un peu de maïs et quelques graines. Ça va très bien, elles sont en forme, elles produisent des œufs. Jusqu'au mois de septembre, donc jusqu'à, ouais, il y a encore 10 jours on avait des œufs. Voilà. Maintenant ça va un peu s'arrêter parce que les journées se raccourcissent et en même temps il fait un petit peu froid. Je vous ai déjà montré ce genre de zone là. Je vous avais dit que vous pouviez stocker, vous savez, du bois comme ça, traque un peu à l'ombre et qui se décompose très vite. Alors vous voyez, ce bois on l'a ajouté au mois de février ensemble. Voilà, je vous laisse voir un peu ce qui s'est passé. Regardez-moi ce travail. Regardez ça. Voilà le travail. Donc pourquoi? Parce qu'en fait j'entretiens ici une zone où je dégrade du bois, donc c'est rempli de champignons, ça va très vite, ça prend l'eau. Et c'est du bois qui n'a pas été coupé de l'année, c'est du bois que j'ai dû couper l'année dernière sans doute. Et ça me fait du terreau de bois pour faire enrichir mes terreaux. Voilà, en fait simplement ça me donne une texture un peu plus aérée, ça permet aux racines de mieux se développer. Donc je mets ça avec un mélange de terreau dont je vais vous montrer la fabrication. Alors je règle ça, tic tac tac, voilà on est au top. Alors là on va venir récupérer avec la bobo, avec la brouette, ben, tout le tas de... Ça c'est le limon de la rivière, c'est tous les... Quand ça bouche en fait on récupère, il y a du sable de rivière comme vous pouvez le voir. Je vous l'avais déjà montré. Donc ça va être bien pour les carottes, donc je vais tout récupérer là. Et on va commencer à le mettre un peu au jardin. On va le casser sous forme de petites, ouais, on va le mettre sous forme de petites couches quoi. Ça, plus après les terreaux maison, plus les composts, les choses comme ça, etc., etc. Et puis ça va drôlement nous aider pour obtenir de très beaux légumes volumineux. Bon, la pièce d'eau c'est impeccable. Je vois qu'on a une nouvelle récolte de limon à faire, impeccable. Alors vous voyez, c'est génial. Depuis j'ai trouvé cette astuce pour tous ceux qui ont une petite mare de rétention pour faire tampon et pas remplir leur étang. En fait, il faut gratter tout le tour et vous gardez le petit îlot central. Comme ça, vous pouvez sauter dedans, c'est du sable, et vous pouvez gratter autour. Et ça, c'est génial, vous sortez des quantités astronomiques. Avant, j'enlevais ce tas et petit à petit, les bords ils se remplissaient. J'étais incapable de le récupérer parce que c'était trop loin. Et là, maintenant, alors c'est génial. Et en plus, ça coupe quand il y a inondation ou quoi, ça vient là et ça coupe un peu, ça fait tampon pour pas que ça vienne boucher mon entrée d'eau. Voilà, vous voyez, j'ai toujours du débit maintenant. Et ça, c'est génial. Ben, depuis que je l'ai mis, été comme hiver, le niveau ne bouge absolument plus. Depuis que j'ai mis au milieu. Alors comment j'ai fait pour mettre au milieu? Simplement, ben, j'ai balancé quelques cailloux au centre. Voilà, parce que là, il y avait quand même 2,20 m au départ. 2,20 m de profondeur. Voilà, c'était comme un cône ici. Et je pensais qu'en fait, étant en forme de cône, vu que ça tourne comme ça, eh ben, tous les déchets, ils allaient se mettre là-dedans. Mais en réalité, c'est pas vrai parce qu'en moins d'un hiver, avec en amont 2-3 pièces d'eau que les mecs ils ont ouvert pendant les inondations pour pas faire casser leur berge. Ici c'est arrivé plein pot quoi. C'est rentré mais plein pot. Alors du coup ben, elle s'est remplie, elle a été bouchée, elle complètement. Et puis elle a commencé à remplir par là parce que ça a bouché, ça a dégueulé par dessus. Donc il m'a fallu reconstruire la berge avec des cailloux, etc. Vraiment pas cool. Donc pour tous ceux qui font une pièce d'eau, essayez de ne pas faire rentrer l'alimentation en eau directement dans votre pièce d'eau. Forcément ça va la boucher. Pensez-y. Voilà, j'avais fait une vidéo retour spécial hein, pour cette pièce d'eau, comment j'avais fait, etc. Et là, je suis vraiment tranquille, ça fait 3 ans maintenant qu'elle est en place.
Il n'y a aucune embrouille. Donc j'espère que ça ne bouge pas trop à la caméra. Je vais la redresser un petit peu. Tac. Alors, parlons compost pour les... Ouh, oui. Oui, bien. Oui, bien. Voilà. Un peu plus. Vous voyez l'intérêt de faire des petits composteurs de partout, de partout. Pollueur. Caca dans la forêt, ça veut dire quoi ça? Alors on va aller voir le compost de feuilles. Celui-ci on a tapé dedans en printemps, mais depuis on n'a plus touché. Alors c'est devenu quoi le compost de feuilles? Eh ben je vous laisse regarder, allez. Voilà. Une odeur d'humus, comme pas possible. Si on veut faire un terreau à semis, moi c'est un peu riche hein, pour un terreau à semis. Il n'y a plus qu'à passer un coup de tamis. Ça moi je le mets directement au sol. Hein. Voilà. Alors pour les fraisiers en pot, vous allez venir les nettoyer. Parce que maintenant ils vont rentrer en sommeil. Voilà, ça fait déjà un mois ou deux que nous n'avons plus de production de fraises. On va commencer à tout nettoyer. On va venir enrichir et remettre du terreau par-dessus. Parce que forcément les niveaux ont diminué. Et on va peut-être même commencer à intervertir certains pots. Pour éviter justement que les racines ne soient accumulées que dans le haut où elles reçoivent l'eau. Vous voyez, le bas souffre toujours beaucoup. Chaque année, je perds 1 ou 2 pieds en bas. Et ça, je ne peux pas y échapper, malgré que la terre soit humide. Voilà. Alors, super important, commencez bien sûr toutes les graines et les semences. Ne vous faites pas piéger par la pluie, parce que forcément, tout va pourrir. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi, perso, les tailles là, j'y crois pas trop. Pour la simple et bonne raison que je pense qu'on va avoir de la pluie pendant un bon moment. Parlant de pluie, c'est aussi le moment de stocker tout le bois au sec. Ah ben c'est la période de l'année où on va commencer à distribuer donc tous les terreaux et les composts qu'on a fait sur place pour enrichir les parcelles, notamment dans la serre que nous sommes en train de nettoyer. Au jardin, zéro déchet. Ici, je cultivais sur un sol très dur, genre caillou, voilà, vous le voyez juste là, le sol. Alors du coup, chaque année, je viens déposer ici toutes les cosses en fait d'haricots et j'enrichis le sol. Et chaque année, j'ai une production de plus en plus importante. Alors c'est peut-être pas très esthétique, ça fait un compostage de surface, mais dans la finalité, on s'y retrouve parce que les productions s'améliorent. Vous pouvez également prélever certaines plantes pour vos bouquets d'hiver. Moi, je fais un peu de sauge que je fais sécher, là actuellement. Ne vous faites pas dépasser par les hybridations involontaires. Hein. Vous voyez par exemple là, blette comme ça, hop, il faut y enlever. On va pas la laisser, on va pas lui laisser la chance de monter à graines et de croiser avec tout le reste. Sur vos parcelles qui ont été mises à nu, n'hésitez surtout pas à faire un semis d'engrais vert. Pour ma part, j'ai opté pour du trèfle qui se propage ici un peu de partout. Les graines de poireaux sont enfin prêtes. Vous pouvez y aller et les récupérer avec la boule. Il faudra juste les frotter entre les mains pour faire tomber les graines dans une petite boîte. Alors en cette période, surveillez bien les productions d'aubergines car elles vont avoir tendance à vite plier les branches, tomber. Et bien sûr, les petits prédateurs vont s'en faire un cœur joie. Bon, moi, je suis encore dans les haricots, bien évidemment. Ils ont séché sur pied. Ce qui me donne énormément de travail. Le découpage d'écorce pour récupérer les précieux. Pour occuper les sols cet hiver dans la serre, je vais déposer donc un semis de mâche à grosses graines, un petit navet blanc dur d'hiver, un petit radis de 18 jours. Et un navet rave d'Auvergne hâtif. Pourquoi? Parce que c'est dans la serre. Sinon, il commence à faire déjà un peu froid pour s'enlever. Voilà. Et un épinard Jean d'hiver. À cette période, les bardanes se sont revigorées considérablement. Et de petites plantes chétives que nous avions il y a à peine quelques jours, regardez, ça commence à partir vraiment fort. Elles ont quasiment végété toute l'année. Et puis là, maintenant, on commence à les voir apparaître. Donc, c'est très important pour moi d'en faire les graines. Alors, la patate douce. Ne vous précipitez pas trop pour la récupérer. Je vois beaucoup de gens là sur Facebook et sur les réseaux qui les récupèrent maintenant. C'est une erreur critique. Alors, c'est peut-être bien d'aller regarder vite fait si elles ne sont pas prédatées, qu'elles ne se font pas manger actuellement par les petits rongeurs. Mais sachez que la patate douce aura tendance à doubler, peut-être même tripler de taille sur la fin de sa croissance qui s'opère à partir du moment où les journées diminuent et où le froid arrive.
Donc le top du top, ça serait aux alentours du 10 octobre pour faire la récolte. On va attendre avant les premiers gels. Il ne faut pas que les gels soient là pour pas abîmer tout. Mais du coup, c'est pas maintenant. Regardez juste, attendez un peu. Faites pas l'erreur de récolter trop tôt cette patate. Parce que du coup, comme je vous dis, elle va vraiment se mettre à doubler de taille sur la fin de sa croissance. Avec cette saison vraiment bizarre, ouais, il y a beaucoup de plantes qui n'ont même pas eu le temps de prendre leur floraison. On a une toute petite production, comme par exemple là sur ces aubergines qui d'habitude produisent jusqu'à tardif. Là, ils ont eu énormément de mal. Alors c'est pour ça qu'il va falloir peut-être penser à changer ses habitudes de jardinier, peut-être changer les variétés aussi. Alors c'est vrai qu'avec cette météo que nous avons eue cette année, les habitudes du jardinier ont été quelque peu bousculées. Alors il va falloir peut-être tenter une adaptation avec des variétés quelque peu différentes, voire peut-être un peu mieux adaptées à vos terroirs. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que du coup, il va falloir y aller à tâtons. En cette période, nous commençons également les récoltes de physalis, donc d'amour en cage. Voici la plante potagère que nous pouvons consommer. Vous voyez, la lanterne est couleur carton, aspect carton, et la boule à l'intérieur est jaune ou un peu verte. On va la consommer de préférence jaune. N'allez surtout pas manger les physalis amour en cage qui sont orange. Ne prenez surtout pas ces lanternes orange, c'est quelque peu du poison. Voilà, ça c'est vraiment la plante potagère. Vous le reconnaissez par sa floraison. C'est une fleur qui a 5 petites taches noires à l'intérieur. Et elle est jaune. Voilà, ça c'est la plante potagère. Alors pour ceux qui comme moi ont la chance d'avoir une serre, vous voyez les tomates sont encore là, bien présentes, bien rouges, bien belles. Ça fait plaisir en cette saison qui avance de pouvoir encore manger quelques tomates. Mais bientôt tout va être arraché au profit de nouvelles cultures. Ne vous faites pas avoir avec des floraisons tardives, elles ne donneront plus rien. Parce que dans un mois et demi, ça sera fini. Alors ça va plus rien à voir. Hein. Donc, vous voyez que bien toutes les cosses sont vertes. Donc très important, la petite zone autour de ce pied, les 1 mètre carré, vous allez éviter d'y toucher. Comme ça, vous allez avoir un semis qui est spontané et la plante sortira au moment voulu. C'est pas vous qui allez forcer la levée des semences. Et là, vous avez les graines qui sont à faire dans cette serre. Par contre, mon retour global sur les serres couleur verte, c'est qu'elles sont quand même de moindre efficacité que celles qui sont à chaleur diffusante pour début de saison ou transparente, quoi. Parce que franchement, j'ai l'impression que comparé à mon ancienne serre, ça marche quand même moins bien le filtre vert, sachant que bon, la couleur verte, eh ben, c'est la seule chose que les plantes n'arrivent pas à voir. Donc apparemment, c'était censé être bien. Alors peut-être c'est qu'une question de sensation, je sais pas, j'ai pas pu comparer réellement, hein. Mais je trouve que la couleur verte, ça marche un peu moins bien que le reste. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un retour dans ce sens-là, hein, parce que moi, je reste plutôt là-dessus, quoi. Je pense que je vais peut-être changer la bâche pour remettre une bâche diffusante. C'est pas folichon. Alors je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, hein. J'utilise ces big bags pour faire donc mon herbe, je composte mon herbe. Alors soit c'est pour faire après des paillis, donc du coup je perce pas le fond, ou alors c'est pour faire des composts et dans ce cas-là je perce le fond. Alors avec cette humidité qui va devenir quasi permanente, on fait très attention aux choux. C'est comme de l'huile sur le feu parce qu'en moins de 24 heures ils peuvent pourrir. Et c'est pas agréable d'arriver dans une parcelle à choux qu'on n'a pas visité pendant une semaine et de voir que les 3/4 de la récolte est pourrie. Alors moi je dis ça pourquoi? Parce que le froid est là et l'humidité aussi, et le chou peut très vite se dégrader. J'en ai perdu beaucoup l'année dernière et l'année d'avant, sans faire exprès, parce qu'on est occupé ailleurs, on tourne la tête 2 secondes et puis crac. Donc voilà, moi ma parcelle de choux est pas mal, je vais pas tarder à commencer à récupérer tous mes choux de Bruxelles. Je les laisse encore un peu grossir bien sûr, vous voyez ils sont pas encore au top. Et surtout qu'en extérieur je n'ai pas ébranché comme je l'ai fait dans la serre l'année dernière, pour question d'humidité. Bon, c'est surtout une période où on va commencer vraiment à nettoyer tout ce qui peut être gênant. Moi le reste je laisse composter sur place. Mais là vous voyez la serre, je ne vais pas prendre le risque que les cannes frappent pendant tout l'hiver sur la bâche, abîmant ainsi le plastique, quoi. Donc c'est une période où ça va commencer à rentrer un peu en végétation. Alors on vient vérifier un peu les sols, comment ils se sont améliorés. Vous pouvez voir la différence bien sûr de cette zone où je suis là. C'est la zone que je vous montrais qui était totalement sauvage l'année dernière. Et vous voyez, les paillis se sont bien mangés, ils se sont bien dégradés. On a un sol qui est
rentre la main facilement, aisément. La terre est souple, elle est belle. Il y a pas mal de mycélium à l'intérieur. Voilà, pari gagné. Donc on va laisser ça au repos tranquille pendant tout l'hiver. Donc voilà, cette vidéo n'a pas pour but de vous donner l'ensemble et la totalité des informations de ce que vous pourriez faire en fonction de vos régions, etc. Mais c'est vrai que cette vidéo, plus celle de l'année dernière et les informations qui sont sur la chaîne, vous permettent déjà de vous faire une bonne idée. Allez, regardez ça. Et en attendant, je vous souhaite de très belles récoltes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà les copains, ciao ciao.